Je voudrais partager avec vous quelques challenges, mon expérience pratiquement avec l'équipe de recherche autour de la robotique au sens large, ce qu'on appelle sens large, c'est des systèmes à grande échelle. Comment cette robotique, elle évolue avec le temps pour aller vers ce qu'on appelle des concepts de systèmes. Et donc, je voulais partager avec vous certaines expériences que nous menons, à la fois au niveau académique, au niveau de recherche aussi, et les interactions avec les défis sociétaux dans différents domaines, la santé, transport, etc. Brefement, pour résumer, qui suis-je? Donc, je suis professeur en robotique et automatique euh, à Polytech depuis 2011. 2014, donc, on a créé le Master international en robotique et transport, qui est actuellement une formation en alternance. Je suis animateur du GT Top 6, du Cristal. Cristal, c'est une grande unité, donc on a 9 GT. Donc ce GT, on traite à la fois de la tolérance, pronostic et système de système. Donc il y a 3 équipes. Donc ça représente à peu près une vingtaine de permanents. Et je suis responsable de l'équipe Softy qui traite les systèmes d'ingénierie. Je voulais partager avec vous aujourd'hui. Blaise présent et membre de cette équipe-là. Et donc, on coordonne beaucoup de projets européens sur lesquels je voudrais montrer cette interaction entre recherche fondamentale, recherche contractuelle et la valorisation au fur et à mesure. Bon, passons à la robotique à grande échelle. Je voulais, avant de parler du contexte, je voulais montrer un exemple d'une compétition où on participe depuis 3 ans. Ça s'appelle la COOMA. COOMA pour coopération machine. D'accord? Donc c'est une compétition organisée par l'armée de terre via leur laboratoire d'innovation qui s'appelle le Battle Lab de l'AID. Alors, ce Battle Lab permet de développer des outils facilitateurs pour l'armée pour intégrer de nouvelles technologies. Il s'alimente des solutions venant du domaine civil, comme les laboratoires, et il les teste dans un milieu réel. Et on va tester les performances, et suite à ça, donc, on peut aller plus loin ou travailler comme alors, COMA a été lancé en 2022. D'accord, ça concerne, voilà, ceux qui ont fait un service militaire, ça s'appelle du VAB, un véhicule blindé donc l'objectif ici, dans cette compétition, c'est qu'on est dans une forêt, dans les Yvelines, et on nous demande de guider le VAB, les systèmes que vous voyez, les antennes ici, pour contrôler quoi? Des satellites. Ces satellites, ça peut être des robots, d'accord? Ces robots-là, ça peut être des robots roulants ou des robots volants. Et donc, on doit créer notre propre. Donc, ce qu'il nous donne, c'est seulement la cartographie du terrain qu'on doit reporter nous-mêmes dans un environnement adéquat. Et à chaque fois qu'on localise par ces satellites-là qui vont explorer le terrain des pièges, on informe le poste de contrôle. On lui dit, j'ai trouvé tel piège, est-ce que vous m'autorisez ou pas? Donc, le poste de contrôle, le commandant, il dit oui. Si oui, on doit aller ouvrir le coffre pour lire quel type de piège, c'est un piège chimique ou autre. Et suivant le cas, donc on doit éviter ou pas. Et donc tout ça, c'est dans une compétition et on a une demi-journée à réaliser. Et donc le but, c'est tester comment on peut collaborer entre plusieurs agents, comment l'homme peut être dans la boucle. C'est pour cela que la coopération, elle est entre l'homme et la machine. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est les robots qui analysent, qui traitent, etc., mais c'est pas les robots qui décident dans ce cas particulier. Et comment on coordonne à l'échelle
du commandement. Et du coup, et c'est ça que je voudrais résumer pour décrire c'est quoi un système de système. Un système du système est couplé d'un système physique, d'une couche physique où on trouve les composants système élémentaires. Ça peut être des drones, ça peut être des robots, ça peut être des opérateurs. Chacun a son comportement physique, d'accord? Et donc, ça, c'est ce qu'on sait faire à la base. On sait fabriquer des robots, on sait les contrôler, on sait les commander. Donc, la couche au-dessus, on les fait communiquer entre eux, d'accord? Donc, quand cette communication elle est faite, on va à la couche au-dessus, on essaye de les organiser sous forme de clusters. Comment ils s'organisent? Voilà. Comment le drone va travailler avec le robot. Hein. Donc, ça, c'est les scénarios qu'on a définis. C'est ce qu'on définit avec ça. Donc, ça, c'est un super nœud qui traduit une coordination entre plusieurs composants système. Et on a le commandement derrière. Et ce commandement, c'est lui qui reçoit les informations du bas vers haut. Il faut tout le temps qu'il sache qu'est-ce qui se passe. S'il y a un élément qui fonctionne pas, il doit le savoir pour prendre la bonne décision pour aller du haut vers le bas. C'est-à-dire, il nous faut cette redondance pour, voilà. Donc, dans l'armée, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, il faut qu'on arrive à reconfigurer rapidement. Et cette architecture multiniveau traduit ce qu'on appelle le concept d'un système de système. Actuellement, maintenant, si on se rabat en termes scientifiques, on a des mécatroniciens, on a des roboticiens qui travaillent à la couche basse. On fait de la commande, on fait de la navigation, on fait plein de choses à ce niveau. On a des gens qui travaillent sur la communication entre les agents. On a au-dessus des gens qui font de la planification. Et on a des gens qui font de l'optimisation au-dessus. Et chacun, quand on leur parle, donc tout ça, c'est des domaines de recherche peuvent être complémentaires, mais chacun, si je demande à un expert en opinion, il me dit, donne-moi les notes, donne-moi les données. Si je parle avec les gens qui font de la communication, donne-moi avec qui je communique, mais donc à la fin, on se trouve démuni d'avoir une solution intégrée du haut vers le bas. Et donc le but, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire un sandwich comme ça, pour fournir quelque chose à grande échelle. Donc, c'est là où elle va émerger la robotique. C'est-à-dire, c'est pas seulement développer le robot, parce qu'à la fin, on va pas utiliser un seul robot dans notre environnement, on va utiliser une multitude. Et quand on a multi-robot, le gestionnaire derrière, c'est pas un expert de robot. Il doit savoir comment il va coordonner, quel ordre, s'il collabore avec des humains, comment ça se collabore, et tout ça, c'est étudié dans chacune de ces couches-là. Je reviens à notre parcours ou plutôt compétition. Et donc ici, donc on est autorisé à utiliser des drones, des robots mobiles. Donc les robots mobiles, ils servent à détecter ces pièges, à les ouvrir, à lire le contenu du piège et à communiquer entre les différents agents. Et pourquoi on utilise les drones? Parce qu'on est dans une forêt. Bon, le GPS ne fonctionne pas, on n'est pas au laboratoire. Et là, tout le monde a stressé, et là, il faut trouver solution. Et justement, il faut enlever ce stress-là parce qu'on est dans un champ de combat. Alors, comment elle est venue cette idée-là? On a commencé à travailler sur cette idée-là à travers le projet InTrade 2009. C'est un projet européen, si ça vous dit quelque chose. Ça, c'est une plateforme robotisée qui se trouve dans le parking à côté. Hein, donc, c'est un porte-conteneur qui peut transporter jusqu'à 20, un conteneur de ce type-là, 40 pieds ou 20 tonnes. Et donc, c'est un robot mobile, d'accord. Quand il évolue dans le port, donc il évolue. Alors, j'essaie d'avancer un petit peu. Alors, donc on est dans dans un environnement portuaire, regardez bien. Donc ce robot, il navigue grâce à un système de GPS. Il sait aller d'un point à un autre en chargeant un conteneur. Le problème qu'on a, c'est que si on est dans un corridor de conteneurs comme ça, comme nous les bâtiments à côté, on risque de perdre le signal GPS. Et donc plus on a de niveau, plus on les perd. Et donc le port, donc il nous attendait, voilà, on a un mât, je ne sais pas si vous avez vu dans le robot, il y a un mât qui fait 2 mètres où on a l'antenne ou le GPS, mais c'est pas suffisant pour naviguer de façon autonome. Et c'est là où on a réfléchi sur une solution
alternatif, faire des relais. C'est-à-dire comment ce robot puisse continuer à avancer, à évoluer dans un environnement qui est très perturbé. Et donc, on a substitué le relais GPS par un drone. C'est-à-dire le drone, on le met en stationnaire à 30 mètres au-dessus du robot. Il voit le robot et lui, il est connecté au système GPS. Et donc, il fait le relais. C'est l'équivalent, parce que tout ce qu'on fait en robotique, c'est quelque part Dieu inspiré. C'est quelqu'un en voyant qu'on le met dans un environnement qu'il n'a pas l'habitude de voir, et un autre voyant, il le voit, il est perdu. Et donc, c'est lui qui fait le relais. Donc, c'est la même chose. Le drone, ici, il fait le relais GPS dans les zones mortes pour guider ce robot à continuer son mouvement, quelles que soient les situations. Donc, c'est ça. Et donc, en faisant ça, on a pu, à l'époque, en 2015, déposer un brevet. Et c'était parce que c'était très innovant. Et donc, on l'a fait avec les outils de l'époque, donc 2015. Et là, c'est pour cela que je voulais vous parler d'un système de système. Regardez, ces deux systèmes hétérogènes qui n'ont rien de même type. Ce drone-là, je l'utilise comme un capteur. Donc, c'est un satellite, c'est un capteur mobile. Et celui-là, il a sa mission. Sa mission, c'est de transporter les conteneurs. Et il doit s'assurer qu'elle arrive, le conteneur, en toute sécurité. Donc, l'objectif ici, c'est comment maintenir, c'est la personne non-voyante, comme je dis, comment maintenir la navigation de ce système-là. Tout cela, on l'appelle système de système. Il faut assurer sa navigation, quel que soit le changement de l'environnement. Et donc, c'est ça, la combinaison des deux. On a deux systèmes indépendants opérationnellement, qu'on gère séparément, mais chacun a besoin de l'autre pour pouvoir réaliser la mission commune qui est transporter. Après, on va pas mettre un drone pour chaque. Quand on est à 30 mètres, donc on arrive, je peux avoir un troupeau de véhicules parce que c'est ça l'intérêt d'utiliser une architecture système des systèmes parce que dans un port, il ne va pas commander un seul porte-conteneur, il va commander une cinquantaine. Une cinquantaine. Donc, si on met un drone qui supervise tout, donc il a une vue globale, il peut switcher les informations au fur et à mesure, il peut guider. D'accord? Mais ça, c'est seulement dans des zones mortes, pas dans tout l'espace. Et donc, c'est ça un peu l'idée. Et voilà, donc c'est les trajectoires faites par le GPS du robot réel, les trajectoires faites par en utilisant l'information issue du drone. Donc, on converge à peu près vers le. Alors, ici, rapidement, c'est une vidéo qui est faite par les organisateurs de la compétition pour donner à peu près les conditions des opérations. On est, voilà. Donc, chacun, je sais pas, on était 10 compétiteurs globalement. Donc, ça vient des écoles d'ingénieurs. On trouve des grandes entreprises. Ça, c'est le nôtre à l'époque. Et on est dans des conditions réelles pour une demi-journée par participant. Donc c'est vrai, c'est pas équitable. Il y a des gens qui viennent avec du blindé, et nous on vient avec. Donc par exemple, on ouvre et on avance au fur et à mesure. Et plus on avance, on dit au blindé de nous suivre en quelque sorte. Et donc les limites, c'est des limites énergétiques, c'est des limites fiabilité des composants, c'est des limites. On est des zones où il nous perturbe le réseau parce que c'est un. Et en même temps, donc on a donc on fait et on essaye quand le robot et donc ça, donc on a quelqu'un qui communique avec le poste de commandement pour informer les coordonnées du piège trouvé et pour valider ou pas. Yes. C'est très formateur pour les étudiants aussi. Et pour nous, c'est intéressant de valider des algorithmes à tous les niveaux. J'essaie d'avancer rapidement. Bon, moi, globalement, ça, c'est les différentes équipes. Donc, il y a des écoles. Donc, nous, on a participé à deux challenges. Donc, et le troisième, c'est pour l'année prochaine. L'appel, c'est un appel d'offres, donc on doit proposer un scénario. Voilà, donc voilà, on a eu le prix de la résilience. On est parti avec 5 robots, on est arrivé avec un seul à la fin. D'accord. Donc voilà à peu près. Donc il y avait
2 étudiants là, sur cette photo de MRT, de Polytech, SE. Voilà, et des anciens de SE aussi. Voilà. Terminant avec ça, je voulais vous parler aussi du TRL. TRL, c'est quelque chose de très important dans notre domaine qu'on appelle Technological Readiness Level. C'est le niveau de maturation d'un produit innovant. Donc, on commence, donc c'est un TRL, le niveau donc varie de 0 à 9. 0, c'est-à-dire je pars d'une idée. D'accord? On me donne l'idée, il y a quelqu'un, je parle avec un industriel, il me propose, voilà, je cherche. Donc, c'est là où on travaille sur l'état de l'art. Est-ce que ça existe? Est-ce que je peux résoudre ou pas? D'accord? Le 1, j'ai les spécifications que me donne le client ou le partenaire avec lequel je travaille. Et après, là, la recherche fondamentale, elle se fait ici, entre TRL2 et TRL3. C'est là où je commence à concevoir, à simuler, à modéliser, à voir les problèmes, à comparer, jusqu'à ce que j'arrive à définir un premier prototype. Donc, si c'est de la recherche, enfin, la fondamentale, elle se trouve ici. S'il y a des publications à faire, il faut les faire ici. Si c'était quelque chose de très innovant, il faut attendre jusqu'à ce que le prototype soit réalisé et on vérifie si le prototype est performant, peut-être avant de publier, faire un brevet d'abord. D'accord? Si il y a un potentiel transfert technologique derrière. S'il y en a pas, ben on reste sur la partie théorique. Ensuite, quand on arrive ici, on arrive le creux, c'est ce qu'on appelle le diagramme de V. On arrive au l'extrémum en bas, on se dit, ah, est-ce qu'il y a un moyen d'aller vers l'intégration? C'est pour cela qu'on appelle la conception intégrée. Là, on conçoit, là, on intègre. Là, ça veut dire, ah, je vais améliorer encore mon produit jusqu'à ce que j'intègre tous les aspects logiciels, matériels, et on arrive à un TRL 7. Et là, on peut tester dans l'environnement réel. Là, un environnement émulé, là, l'environnement réel, jusqu'à 6. Et là, la recherche fondamentale s'arrête. Là, le travail du laboratoire. Ici, on arrive. Soit on transfère la technologie si on a des brevets, soit on demande aux jeunes d'aller de créer sa boîte, ou aller pour faire de la certification ici et aller vers le marché en TRL9. Voilà. Donc ça, c'est ce chemin-là. Ben, souvent, on le suit dans nos différents projets que je voudrais partager certains avec vous, que j'appelle la robotique pour la résilience des tâches en premier. Je prends ce projet qu'on a commencé en 2019. Il est encore en cours. Là, ça concerne la résilience sociale dans la cueillette des champignons de Paris. D'accord? Donc, on accompagne cette ferme-là, la ferme de la Gontière. D'accord? Regardez dans une ferme composée, faisons une douzaine d'hangars. Chaque hangar, il a ses lits de culture de champignons. D'accord? Donc, la culture de champignons dure 15 jours et des 5 derniers jours, on commence à faire de la cueillette. Dans une chambre pareille, on peut cueillir jusqu'à 3,5 tonnes par jour. 3,5 tonnes veut dire, en termes de main-d'œuvre, on est à entre 20 personnes par jour, jour et nuit. Vous achetez des barquettes à 125 grammes ou 500 grammes. Ici, c'est 3,5 tonnes qui sortent par jour. Et si on rate cette phase-là, ce petit champignon, demain, le lendemain, vous le verrez, pas petit, hein, vous le verrez déformé complètement, non exploitable et jetable. Et donc, ce qu'on a, la problématique ici qu'elle a l'entreprise, c'est une problématique de résilience sociale. Donc, c'est des personnes non qualifiées que, à l'heure actuelle, regardez cette distance entre là et là, entre un lit, c'est 50 cm. La personne, elle insère sa main et elle fait au quotidien. Donc, ils ont toujours des problèmes musculo-squelettiques, du dos, etc. Et donc, c'est pas adapté. Ils n'arrivent pas à tirer. On est en 2026, on n'attire pas ce type de public. Il n'y a rien qui est concurrentiel. Ensuite, on a cette infrastructure. Donc, les industriels ne veulent pas, pour le moment, changer l'environnement. Et donc, ils nous ont sollicité pour voir est-ce qu'il y a une faisabilité de robotiser une partie. Le robot ici, c'est pas pour remplacer l'homme. Il est là pour l'assister à cette résilience. De toute façon, on ne pourra pas, par rapport à la poussée des champignons en vrac, de compenser le geste humain. Parce que eux, ils peuvent prendre jusqu'à 3 à 4 à la fois
pour couper. Donc, un robot ne peut pas faire ça. Par contre, il peut être résilient, comme on a dit tout à l'heure, 3 tonnes par jour. Donc, si ce jour-là, ils avaient que 20 salariés au lieu de 25, un robot peut cueillir un maximum, même ils peuvent cueillir 2,8 tonnes. Donc, ça permet d'être résilient, d'accord? Mais au-delà de la moitié pour ne pas avoir des pertes. Et donc, c'est ça là, la version actuelle du robot, donc on a fait plusieurs essais, et là, c'est la version qui est en phase de finalisation et de test ici au laboratoire pour le mettre. D'accord? Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Dans des projets pareils, même si c'est industriel, on trouve deux aspects. Un aspect qu'on appelle voilà, les verrous scientifiques. C'est pas la peine de se lancer sur des projets, c'est sans que de l'ingénierie. D'accord? Ça ne ramène rien du tout de nous derrière. Nous, voilà, on a de la robotique duale, c'est de la robotique collaborative, parce qu'on va concevoir deux bras en même temps pour cueillir, pour planifier des trajectoires, on va optimiser pour qu'ils se cognent pas, et en même temps, on va les collaborer à l'échelle du système de système. On va pas faire un seul robot pour toute la ferme. Dans le futur, il y aura une dizaine de robots. Dans ce cas-là, comment on fait collaborer entre tout ce monde-là par rapport au marché, par rapport à la production? Et c'est ça, sur ces stratégies, où voilà, la recherche, elle peut se faire et après valider. Ça, c'est les premiers essais. Là, on a des robots drones qui scannent les lits, on appelle ça des lits, et qui détectent des champignons matures, champignons qui ont un diamètre de 3 cm. Voilà globalement comment l'idée d'aller d'un TRL 0 jusqu'à un TRL ici de 5. D'accord? Donc, sur ce projet-là, on prévoit d'ici 2 mois installer le robot dont je vous ai montré le schéma. Là, je pars sur un autre projet, mais la même problématique, c'est la problématique de la résilience sociale. On est sur des métiers non qualifiés, on est sur l'ouverture au décortiquage des crustacés. Donc là, c'est de la coquille Saint-Jacques. Comment elle se pratique? Voilà, c'est un public qui arrive à 4 heures du matin, qui sort à 14 heures, debout tout le temps, dans un environnement humide. D'accord, il applique une ouverture d'une coquille fraîche, c'est 60 newtons. Le nombre d'arrêts de maladie issus donc de tendinite du toit. Et donc, on a commencé ce projet à différentes étapes. D'accord, avant pour un système, un mécanisme d'ouverture automatique de la coquille, avant de sanctionner, c'est-à-dire couper le muscle. Alors, ça nous a permis justement de découvrir d'autres types de problèmes et d'améliorer des stratégies à la fois de planification, de coordination. Ça, c'est à l'échelle du robot lui-même, ou bien à l'échelle d'un large scale system avec la coordination. Par exemple, ici, on compare avec ce mécanisme développé qui a été certifié pour un brevet, pour comment un expert peut ouvrir jusqu'à 20 coquilles la minute. Hein, un expert qui dit, c'est-à-dire 2 ans d'expérience. Hein, donc, il ouvre ces coquilles-là. Donc, ici, donc, on devait justement comparer le temps moyen si on laisse l'opérateur coupe et le système mécanisme ouvre. Et après, ils nous ont demandé de faire un test à grande échelle. On l'a fait à l'AIP hein, il y a 2 ans, pendant les vacances de Pâques. Hein, ça sentait le poisson pendant 2 jours. Hein, et les étudiants sont... donc, on a coupé une centaine de kilos de coquilles globalement. Voilà un peu les types. Donc, voilà, ça c'est le volet fondamental, ça c'est le volet expérimental. Je passe aussi sur la partie résilience, mais plutôt sur la maintenance préventive, sur l'action sur la maintenance préventive. Ici, c'est des projets en cours qui consistent à déployer des robots pour inspecter des infrastructures ou un patrimoine du bâtiment, routier, tunnel,
et détecter automatiquement des fissures grâce à l'IA. Ce qu'on fait avec l'IA, c'est avoir des outils qu'on va coupler avec la robotique pour améliorer les performances du robot dans un environnement inconnu. D'accord? Et donc, c'est là où on voit cet avantage-là, soit sur les routes, etc. Et donc, la première étape, c'est de faire de l'inspection. Et cette inspection, on doit la faire de façon régulière. C'est-à-dire, je fais aujourd'hui, j'ai un rapport, à telle distance, à tel endroit, j'ai trouvé ça. Je confirme, c'est une fissure ouverte. Je refais la même acquisition 2 mois après. Je vois que ça grandit. Et après, ça aide l'exploitant à dire, oh, je prévois de la maintenance sur celui-là. Et là, ce qui nous intéresse, nous, d'un point de vue robotique, c'est la deuxième partie, c'est de la réparation. D'accord? C'est de la réparation parce que c'est là-bas où il y a plus, on va dire, de virus scientifique. Hein. C'est que on détecte. Quand on détecte, on localise, on peut contourer. Donc, par un drone. Après, une fois ça, c'est réalisé, on peut, ça c'est pour le sol, hein, donc ça c'est sur le parking de Polytech, là. Donc on peut envoyer un autre robot réparateur. Ça, c'est de l'innovation future dans 5 ou 6 ans. Peut-être ce type de technologie, on va le voir. À la place des échafaudages, on peut utiliser ce type de technologie. Hein, c'est pour faire un dépôt continu. C'est-à-dire, voilà, j'ai une blessure, je la nettoie. Hop, je répare, je colmate. J'attends pas, je mets un pansement rapidement. Et en faisant ça, donc on augmente la résilience d'un point de vue entretien. D'accord? Vous savez, tout ce qui est bâti, on a un grand patrimoine. Qui va les entretenir? Après une assurance décennale, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, si on voit une petite fissure, on dit, bon, on laisse. Mais là, le but, c'est détecter, réparer. C'est pas laisser traîner, dégrader, parce que ça se dégrade. Ça, c'est là où ça devient plus coûteux à entretenir. Voilà, ça c'est voilà. Donc idem, mais là l'objectif c'est de mettre un robot sur le robot, un robot manipulateur sur le robot mobile pour réparer de façon continue. La robotique pour la fabrication additive, ça s'est lancé, on va dire, elle est en mode depuis 2016, hein, pas 2018, 2016. On a commencé, peut-être vous avez vu quelques mobiliers qui ont résisté dans l'environnement de Polytech, alors avec différents types de matériaux. Ici, vous avez de l'argile, ici, vous avez du ciment ou du ciment recyclé, c'est-à-dire issu de la démolition. D'accord? Donc là, c'est pour faire un peu coupler design. Alors, ce qui nous intéresse principalement pour les volets associés à la recherche, c'est ici, le système de système, c'est quoi? C'est le système robotique, on sait bien contrôler, plus la matière, c'est difficile de la contrôler parce qu'elle est en transition, elle est en pleine réaction chimique, elle n'est pas stable encore. Et plus donc un environnement externe qui change de température. Si j'ai la bonne recette, comme si on fait de la cuisine chez soi, d'accord, il faut trouver les bons paramètres pour la cuisson. Si j'ai l'habitude de cuire à 180 degrés et là je cuis à 240, j'aurai pas le même rendu. Idem s'il y a du courant d'air. Donc l'objectif ici justement, c'est de pouvoir adapter le contrôle du robot. Donc là, j'essaye d'aller rapidement. Alors, on identifie les. Alors, oh, je suis parti trop vite. Alors, donc, ce qui nous intéresse dans l'impression 3D, c'est que quand on dépose des filaments couche par couche, c'est de garantir un certain standard. Un certain standard parce qu'on imprime des kilomètres de filaments. Qu'est-ce qui nous dit que ce filament respecte certaines normes? Normes, c'est-à-dire sa largeur. Et c'est ça qu'on utilise ici. On utilise l'IA pour corriger les trajectoires ou anticiper sur les trajectoires du robot pour mieux régler le dépôt. Parce que la matière, elle est tellement, quand on la dépose, elle est tellement non contrôlable voilà ce qu'on fait. Donc on scanne automatiquement pendant le dépôt, on estime la largeur.
grâce à l'IA. Et là, on met le seuil. Ça, c'est le seuil du filament. Quand il sort de ces seuils-là, hop, on accélère sur la vitesse du robot ou on décélère pour augmenter. C'est ce qu'on appelle la compensation adaptative. D'accord? Je détecte et je compense. Et là, il y a une thèse en cours qui, on essaye d'éviter ça, c'est-à-dire d'anticiper pour avoir des cordons homogènes à la fin. Je passe à une autre application. Ça, c'est une application de la robotique à l'échelle, à grande échelle, dans les infrastructures portuaires. Regardez ici, ça c'est une image une partie du port de Liège en 2022 qui a été inondé en partie l'été. Et dire un port, c'est le poumon de la région, de la ville, s'il est bloqué, donc il n'y a rien qui passe à travers. Donc, et du coup, ce projet Safari consiste à créer un système d'écosystème autour de l'infrastructure, les ports, tout son écosystème, et développer des solutions pour garantir une continuité des opérations portuaires, quels que soient les événements, en ayant un multimode de transport, c'est-à-dire on a un transport ferroviaire, fluvial, routier, c'est-à-dire comment on arrive à évacuer la marchandise, quelle que soit la situation. Même si on réduit un peu le cap, donc l'objectif sur 3 semaines où il y a cette dégradation-là, on arrive à fonctionner à 80% de capacité. Au lieu, actuellement, il fonctionne à 60% quand il y a des intempéries fortes. Et donc, on propose des solutions d'inspection avec des drones, ce que je vous ai montré, les réparations de fissures routières. Plus on fait ça régulièrement, plus on entretient les infrastructures. Une fois qu'il y a des inondations, quand elles partent, s'il y a des nids de poules, d'accord, ils vont se dégrader encore plus. Alors que c'est si entretenu correctement, d'accord, on minimise ce temps-là. Par exemple, il y a il y a des solutions avec l'impression 3D, on définit des barrières avec des matières du dragage. Donc on prend de la matière de dragage pour faire des barrières pour des routes, pour éviter l'inondation des axes routiers principaux pour la logistique, etc. Et donc, on fait sur la biodiversité. Donc, il y a plein donc, ce projet-là termine en 2027. Donc, il y a le port de Dunkerque qui est partenaire, Sylvie, Lisbonne. Donc, on a 3 pilotes. On pourra revenir. Donc, on fera une démo courant de cette année, d'ailleurs, ici à Polytech, à ce sujet. Parmi les résultats aussi, donc, on a développé ce casque connecté pour les opérateurs du port, pour les alerter d'une situation accidentogène. D'accord? Ils sont équipés de GPS, une Raspberry, donc une intelligence embarquée. Il y a un IA embarqué. Elle va détecter pendant que l'opérateur il est en opération pendant ces événements-là. Il peut détecter des situations accidentogènes. On peut l'alerter. Et si le casque tombe, on peut savoir à distance, on peut alerter l'opérateur, dire qu'est-ce que vous avez, est-ce que c'est le casque qui est tombé ou c'est vous qui êtes tombé. Donc d'un point de vue sécurité, c'est important de le considérer. Une autre application autour de la qualité de l'eau dans les rivières. Regardez ici, on a sur un projet, on surveille 154 stations que vous voyez ici en vert, qui sont des stations multi-sources, multi-capteurs. Donc, vous avez de l'oxygène, niveau d'eau, turbidité, pH et température de l'eau. Et l'objectif, ils sont installés sur les rivières flamandes. Donc, c'est 400 km. Et donc, l'objectif, c'est de suivre comment on arrive à prédire l'évolution du niveau de l'oxygène dans un système à dynamique lente, dans une rivière. Rapidement, si j'ai vu, donc il y a une application qui a été faite. Alors, il n'y a pas de connexion, désolé. Ah, je laisse un peu de temps, donc ouais. Bon, il y en a beaucoup. Bon, rapidement. Notre objectif ici, c'est d'installer rapidement un robot, mais un robot aquatique équipé de la même station qui va naviguer entre une station et une autre pour mesurer aussi la dégradation en continu.
C'est-à-dire si une station elle dit, oh, il y a l'oxygène qui manque ici, et je vois de la mortalité du poisson, est-ce que c'est un vrai, il a vu ça, ou c'est un défaut de capteur? D'accord? Pour s'assurer, on met, la gestion globale, ah oui, la gestion globale, elle est, comment on appelle ça? Elle est à grande échelle. Je termine avec ça avant de vous laisser les questions. Bon, là, c'est beaucoup. Par contre, je vais vous montrer une petite vidéo qui traduit ce qu'on fait sur la robotique médicale parce que c'est important. Je fais ça, la dernière peut-être. Ouais. Alors, on travaille aussi sur la robotique interventionnelle dans l'oncologie. Donc, ça depuis 2008. Et là, notre système de système, c'est ça. C'est-à-dire, on a un robot interventionnel qui dit interventionnel, c'est un robot qui va guider des aiguilles qu'on insère à l'intérieur d'une tumeur, d'un organe, d'une tumeur, pour aller extraire des tissus, supposés peut-être cancéreux, ou, si c'est le cas, on fait l'opération inverse pour déposer des éléments radioactifs à l'intérieur, ce qu'on appelle le traitement localisé, in situ. L'avantage, c'est que on traite des micro-lésions. C'est-à-dire, on n'attend pas que la tumeur soit... Pour pouvoir le faire, on s'associe à l'IRM, parce que c'est le seul outil de diagnostic par imagerie médicale qui détecte vraiment des micro-lésions inférieures à 5 mm. On ne peut pas le faire ailleurs. Le détecter à ce niveau-là, ici, on a développé un robot qui dit compatible à l'environnement IRM, d'où la complexité. Un robot, il faut la servir, donc il faut le courant. Et ce courant-là, c'est pas compatible avec un champ magnétique à grand, là, quand on est fait sur du 3 Tesla. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'isoler, de compacter. On travaille sur des piézos, des moteurs piézoélectriques avec des codeurs absolus et des codeurs relatifs optiques qui nous permettent d'asservir dans ce milieu. Donc ça, c'est un essai préclinique qu'on a fait sur deux chiens en 2022 et qui permet justement de guider. Voilà, regardez la netteté de l'image IRM qu'on n'a pas sur d'autres types. Voilà la prostate du chien. Et là, c'est le point d'accès de notre aiguille. D'accord? Là, on est en plein champ magnétique. On est en train de filmer à l'intérieur avec une caméra compatible IRM. Et là, on voit l'insertion. Donc, l'IRM, c'est l'image du robot à l'intérieur du corps. Donc, notre système de système, vous avez le robot, vous avez le système biologique, qui est très aléatoire. D'accord? Ça dépend. Regardez la trace de l'aiguille. On ne voit pas d'artefact. C'est ça l'artefact qui est issu des perturbations courantes. Donc, le moteur est bien asservi, le robot est bien asservi. Donc, on atteint notre cible, on vérifie, on a une capture toutes les secondes et on extrait le tissu. D'accord? On peut faire de l'analyse. L'objectif ici, c'est de coupler entre le diagnostic par imagerie médicale et le diagnostic interventionnel par robot. Je détecte, je vais prendre tout de suite. Actuellement, je détecte, j'attends 3 semaines, le temps de trouver où, et après il faut attendre, et psychologiquement, le patient attend, il est perturbé, il est ceci, là on prend. Et en même temps, on peut changer l'outil, hop, enlever l'outil de diagnostic, le remplacer par un outil de traitement. C'est-à-dire, si l'anapath, elle dit que c'est un début de cancer, je le traite localement. J'ai pas besoin de bombarder ou de faire une chimio. D'accord? Il y a un grand pourcentage de faux diagnostics initialement, surtout le cas de la prostate. On évalue le PSA, si le PSA est élevé, on dit, tiens, on va faire une biopsie, mais en biopsie, on l'a fait sur échographie. On insère une douzaine d'aiguilles. Et donc, quand on insère une douzaine d'aiguilles, pourquoi on insère une 12? C'est parce que le médecin ne sait pas exactement où elle se trouve, cette tumeur-là. Si, il y a une tumeur. Donc, il essaye avec 12 de couvrir un peu tout l'espace. Donc, vous voyez, en termes de souffrance, et après, l'anapathe, il trouve rien du tout. Il dit contrôle dans 6 mois. 6 mois, on vient, on scanne, on trouve une tumeur. Pourquoi? Donc, ça veut dire c'est une fausse détection. Mais ils ne peuvent pas dire, parce qu'ils disent c'est ce que j'ai comme solution. Il n'y a pas de solution. Donc, cette solution, elle intervient juste avant. Le but, c'est de détecter des micro-lésions afin d'éviter ces cas d'erreur en sortie. Voilà globalement ce que je voulais partager avec vous autour
autour des grands enjeux sociétaux liés aux santé environnement, en interaction avec la robotique et l'IA de nos jours. Et cette pluridisciplinarité, on apprend beaucoup en interagissant avec d'autres experts d'autres domaines et ça nous ouvre la porte à innover, etc. Désolé, finalement. Bon, c'était un peu express, mais bon.